Madame, Monsieur, bienvenue à ce nouveau numéro de l'invité du soir qui revient après la trêve électorale. Et oui, c'est justement l'actualité de ces élections législatives et communales du 11 janvier dernier qui nous commande le thème de notre interview de ce vendredi soir. Ces élections ouvrent la porte à l'installation de la 10e législature de l'Assemblée nationale du Bénin. À l'aube de cette 10e législature et au vu des résultats de ces législatives qui ont donné seuls admis l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, une question hante le débat politique, c'est celle-ci. Cette rationalisation du paysage politique n'a-t-elle pas engendré un effet secondaire redoutable, celui d'un unanimisme parlementaire où la contradiction pourrait simplement s'effacer devant la discipline de groupe et où le débat contradictoire semble parfois sacrifié sur l'autel de l'efficacité législative. 10e législature entre réforme du système partisan et péril de l'unanimisme parlementaire, c'est le thème de ce soir. Et pour en parler, nous recevons notre invité de tous les vendredis soirs que nous avons manqué il y a quelques vendredis quand même par ici, Irénée Agossa qui est déjà sur ce plateau. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir Madame Amalibé. Très heureux de vous revoir. Nous sommes ravis de vous retrouver également, Monsieur Irénée Agossa. Ces élections se sont déroulées, les législatives et communales se sont déroulées le dimanche 11 janvier 2026. Vous avez certainement voté, vous avez certainement fait votre devoir civique quand même. Oui, mais c'était une obligation, donc et on ne peut pas le rappeler à des gens comme moi. Bien sûr. Nous sommes tenus de le faire et on l'a fait. Bien sûr. Et c'est 36,73% du taux de participation à ces élections législatives et communales du 11 janvier dernier. Avec ce taux de participation, Irénée Agossa, est-ce qu'on peut parler d'un désaveu de l'offre politique actuelle? Il ne faut pas interpréter le taux de participation de 36,73% oui, comme un rejet de l'offre politique ou bien comme un rejet des réformes. Non. Donc, parlant de l'offre politique, il faut relativiser. Il faut relativiser. Ce résultat valide surtout la victoire claire et nette des forces de la mouvance. Je vais parler des partis politiques et de la mouvance. Il s'agit de l'UP Le Renouveau, auquel j'appartiens, et le Bloc républicain, qui ont su mobiliser leur base et ont performé. D'autant plus que, en comparant le nombre de votants qu'ils ont eu en 2026 par rapport aux élections de 2023, c'est qu'il y a une augmentation. Donc, il y a une augmentation du nombre de votants au niveau de ces deux partis. C'est clair qu'un effort a été fait. Donc, il y a une amélioration de performance. Donc, ceux qui ont voté pour ces deux partis en 2023, non seulement ont voté en 2026, mais il y a eu un effort qui a été fait pour permettre à ce qu'il y ait encore de nouveaux votants qui ont fait qu'il y a une amélioration. Donc, le peuple, ici, a confirmé le choix des grands partis. Le grand parti, donc ces deux grands partis, a été confirmé. Nous avons pour preuve que les autres partis de la mouvance, tels que le MOEL, n'ont pas pu performer. Et un autre parti de l'opposition, tel que la FCPE, n'a pas pu performer aussi. Parce que là, les autres ont fait le choix des grands partis. Quant à la force de l'opposition, qu'on qualifie à tort, mais à raison de radical, c'est-à-dire les démocrates, c'est qu'ils ont chuté. Ils ont chuté, ça veut dire que leurs électeurs n'ont pas pu suivre les consignes qu'ils ont données et n'ont pas accepté plutôt l'orientation qu'ils ont donnée à cette campagne. Donc, ils ont chuté. Ça veut dire simplement qu'il faut aller vers un autre aspect pour interpréter ce chiffre. Il faut l'interpréter de façon courageuse. Donc, le vrai message de ce scrutin, ce n'est pas l'abstention, comme tout le monde le dit. Pas du tout. C'est la volonté de continuité des réformes.
engagée courageusement par le président Talon. Il faut le dire, c'est son mérite. Et c'est ça qui a été fait. D'autant plus que l'enjeu ici, c'était entre les réformistes et les anti-réformistes. Les réformistes ont eu alors un résultat largement positif. C'est pourquoi nous avons 60 députés pour l'UP Le Renouveau et 49 députés pour le bloc républicain. Donc, les réformes ont été acceptées par le peuple. C'est le camp réformiste qui a gagné et c'est ce message qu'il faut retenir. Hein? Donc ici, hein, c'est plutôt l'offre anti-réformiste qui a été systématiquement rejetée par le peuple. Du coup, je vous l'ai dit, donc en 2023, ils étaient à près de 25%, 24,4%, et en 2026, ils se sont retrouvés à moins de 17%, 16,4%. Donc, la population a été claire. Nous avons fait un choix, c'est la population qui a dit ça. Nous faisons un choix qui cadre avec les réformes actuelles. Le renforcement de ce qui se passe maintenant. La consolidation et la modernisation de ce qui se passe maintenant pour permettre à ce qu'il y ait une satisfaction des besoins des populations. Donc, et pour comprendre, bien sûr, ce taux dont vous parlez, je vous ai dit qu'il faut aller sur des données. Bien sûr. Les données sur lesquelles il faut réfléchir, c'est clair. Il y a ceux qui voulaient l'affrontement Yahi Boni Talon. Ceux-là voulaient ça, ils étaient prêts pour ça. C'est-à-dire vivre une vengeance contre Talon. Mais étant donné que ça n'a pas eu lieu, ils ont été déçus et ceux-là se sont désintéressés du vote. Voilà ceux qui n'ont pas, une catégorie de ceux qui n'ont pas voté. Le processus électoral a été transparent, pacifique et conforme aux lois de la République. Donc, ils espéraient un chaos. Puis souvenez-vous que eux, leur problème, c'est de venger et de pouvoir aller vers ce qu'ils appelaient l'assise nationale. Donc, ils tendaient vers un chaos. Ils demandaient même au peuple, les anti-réformistes, soutenez-nous pour que nous, on ait la majorité pour enfin libérer les prisonniers qu'ils appellent politiques, les exilés qu'ils appellent politiques et aller à une assise nationale. Mais ce qui n'a pas été le cas. Donc, ça a été refusé. Donc, ici, c'est une victoire de l'ordre sur le chaos. Donc, c'est clair. Donc, il ne faut pas que les gens se disent qu'il y a une autre interprétation. En ce qui concerne encore ceux qui n'ont pas voté, il y a ceux, en fait, qui se sont mis dans la logique d'entretemps et qui étaient des gens qui étaient dans la corruption électorale. Donc, ceux-là prenaient des gadgets, ils prenaient des trucs avant de pouvoir voter. Et c'est ceux-là, en fait, qui se sont abstenus. Ceux-là se sont abstenus. Ceux-là n'ont pas vu les chapeaux, les t-shirts et autres qu'on distribuait entre-temps. Ceux-là se sont désintéressés parce qu'ils ont vu qu'il n'y a pas d'enjeu. Moi, il y a des gens qui m'ont appelé pour dire « Mais comment on vote cette année? Comment on vote cette année? Oh, le vote est libre. Est-ce qu'on dit comment on vote une année ?» Donc, ceux-là étaient découragés. Il y a aussi la couche juvénile, les primo-votants, qui, en fait, sont pas assez imprégnés de la chose politique. Ils sont désintéressés un peu de la chose politique. Ceux-là, nous avons pris, nous, au niveau des forces de la majorité présidentielle, une partie dedans, mais nous n'avons pas pu convaincre la majorité. La majorité s'est abstenue parce qu'ils ne sont pas encore dans la grande logique de l'engagement citoyen. C'est ça ce qui a prouvé le taux d'abstention. Donc, il faut que chacun de nous, et surtout nous ne prenons ça pas au cheval de bataille, il faut transformer la politique en un projet collectif, attractif et responsabilisant pour les nouvelles générations. Nous devons faire en sorte qu'ils soient responsables. Donc, voilà ce qui explique ces chiffres. Donc, le chiffre ne traduit pas un désaveu des réformes, c'est faux. Ceux qui vous le disent, c'est très faux. Le chiffre ici consolide plutôt les réformes. Parce que les partis de la mouvance
ont connu une augmentation du nombre de leurs votants. Mais un défi de participation, de prise de conscience civique qui doit être relevé par les actions durables pour rapprocher le citoyen et surtout les jeunes des enjeux politiques aujourd'hui exigés. Ce défi est exigé. Donc, c'est ce que nous allons faire désormais pour que, pour les élections prochaines, nous puissions convaincre encore une bonne partie de ceux-là et faire en sorte que, au lieu de 36,4%, que nous soyons autour des 60%. Donc, c'est ce défi que nous lançons après, bien sûr, ces résultats. Bien sûr, c'est 36,13% du taux de participation à ces élections législatives et communales du dimanche 11 janvier 2026. Vous le dites bien, le principal parti de l'opposition, les démocrates, n'a pas pu franchir le seuil des 20% par circonscription électorale. Ils ne siégeront évidemment pas à la 10e législature. Irélie Agossé, est-ce qu'on peut être en droit de dire que les 20% sont un outil de stabilité ou une machine à exclure? Ce n'est pas une machine à exclure, oubliez vraiment ce terme. Ce n'est pas une machine à exclure. Le seuil de 20% est un outil de stabilité politique qui permet d'éviter la multiplication des micro-partis, des partis régionaux, des partis ethnisés, des partis qui amènent quoi au Parlement et qui amenaient quoi au Parlement? Vous savez, le clientélisme politique et qui instaurait une instabilité politique au Parlement. C'est pour barrer la voie à ça. C'est pour permettre à ce que nous ayons un équilibre, une stabilité politique, un renforcement de nos institutions dans le contexte actuel. Et solidifier nos institutions, c'est ça les 20%, que nous ayons des partis responsables. L'objectif n'est pas de limiter l'opposition. Non. Donc, la stabilité de nos institutions, comme je le disais, et la clarté du débat parlementaire valent bien cet effort de représentativité que la loi demande à tous, qu'on soit de la mouvance ou de l'opposition. Si le parti, les démocrates, a échoué et n'a pas pu franchir ce seuil, c'est le signe d'une mauvaise stratégie politique. Ils doivent l'assumer. Ils doivent l'assumer. Le code électoral a été suffisamment clair et permettait aux partis de faire des accords pour abaisser ce seuil dont vous parlez à 10% au niveau national s'ils forment un bloc à partir des accords avec les autres partis avant bien sûr le scrutin. Mais ils l'ont refusé, madame. Nous sommes en démocratie, ils ont refusé. Ils ont dit que les partis en face ne sont pas dans la même vision qu'eux. Et que les partis en face sont des partis de traîtres démocratiques, etc. Ils ont tassé les partis en face de tout. Et ils ont eux-mêmes noué un autre accord. L'accord avec le peuple souverain. Ils ont dit, avec le peuple souverain, nous allons atteindre nos objectifs. L'objectif principal pour eux étant l'assise nationale. C'est ça qu'ils ont dit. Mais qu'ils l'assument. Le peuple les a rejetés. Le peuple a dit non. Et sur les affiches, vous allez voir, ils avaient dit qu'il faut sauver le Bénin. Le peuple a dit non. Le Bénin est déjà sauvé. C'est vous. Il faut aller vous sauver. Le peuple a dit non. Leur histoire de prisonniers politiques, exilés politiques, ça ennuie le peuple. Le peuple n'en a plus besoin. Le peuple a d'autres problèmes. Donc c'est clair. Ils doivent l'assumer. Donc, ce n'est pas pour exclure. C'est eux qui ont fait un choix qu'ils doivent assumer. Les règles étaient connues de tous, madame. Longtemps avant les élections. On ne l'a pas imposé là. La compétition a été ouverte, inclusive et transparente. Elle a été transparente. Dites-moi à quel niveau elle n'a pas été transparente. C'est clair. Donc, le succès de l'UP Le Renouveau et du BR démontre que cette envergure nationale est possible.
l'envergure nationale que doivent avoir les partis politiques. C'est possible quand on travaille sur le terrain, quand on installe ces cellules, quand on est permanemment à l'écoute des populations, quand on se débarrasse de la personnalisation de l'environnement politique et quand on se met dans une logique de vision de développement du pays. C'est possible, puisque les deux partis, UP Le Renouveau et le Bloc républicain, ont pu avoir les 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Donc ce n'est pas un élément d'exclusion. Le bloc présidentiel, les deux partis soutenant justement les actions du gouvernement ont pu avoir quand même les 20%, mais on va assister quand même à une assemblée monocolore, à une 10e législature monocolore. Est-ce qu'il n'y a pas risque pour le débat public avec cette configuration, cette nouvelle configuration de l'Assemblée nationale? Assemblée monocolore, ça a été une terminologie inventée à partir de 2019. Mais ça désigne bien quand même la configuration. Je le concède, en 2019 aussi même, entre griffes, il y a débat. Mais ici, en 2026, ce n'est pas la même situation qu'en 2019. En 2019, les forces de l'opposition avaient boycotté les élections. Mais en 2026, ils ont participé. Ils ont participé aux élections en 2023 et ils ont participé aujourd'hui aux élections en 2026. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, on ne peut même pas qualifier l'Assemblée de la même manière en 2026 qu'en 2019. Même si on sent l'hégémonie parlementaire, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut absolument que cette distinction soit faite et que ce soit clair au niveau de chacun de nous. Donc, cette assemblée est la tradition fidèle de la volonté de notre peuple. C'est le peuple qui a choisi, c'est le peuple qui a élu ceux-là. En leur présence, ils ont fait campagne. Qui, conformément à notre constitution, a dégagé une minorité parlementaire. C'est le bloc républicain. Et une majorité parlementaire, c'est les députés de l'UPLE Renouveau. Dont vous êtes membre également. Donc voilà. Donc ça là, c'est la Constitution qui l'a instauré. Au Parlement, il n'y a pas d'opposition et de mouvance, non. Il y a une majorité parlementaire et une minorité parlementaire. Je suis d'accord, je l'ai dit tout à l'heure, que la configuration actuelle nous amène vers une hégémonie parlementaire. Je suis d'accord. Mais le bloc présidentiel, je veux dire l'ensemble des forces qui soutiennent l'action du gouvernement, chacune de ces forces a une vision. Et non pas les mêmes électeurs. La preuve, vous avez vu le nombre de pourcentages réalisés par l'UP Le Renouveau et le nombre de pourcentages réalisés par le BR. Ils n'ont pas les mêmes électeurs. Chacun a été sur le terrain défendre sa vision par rapport aux problèmes posés par les populations. Et nous n'avons rien inventé. Vous allez en France partout, vous avez des partis différents qui vont aux élections, qui se battent, mais qui soutiennent l'action du même gouvernement. C'est partout. Donc, on n'a rien inventé. Donc, cela existe. Cela ne veut pas dire que c'est une question de monocolore, etc. Non, c'est bien différent. C'est plutôt maintenant qu'il y aura les vrais débats au Parlement. Puisque le peuple a choisi l'efficacité. Le peuple a choisi l'efficacité. Au lieu de la chamaille inutile. Donc, la qualité d'une démocratie ne se mesure pas uniquement par la diversité des forces politiques à l'hémicycle. Mais plutôt, surtout, à partir de la transparence des débats, au respect des procédures parlementaires et à la possibilité pour les citoyens et les médias libres et responsables de surtout évaluer l'action parlementaire. C'est ça surtout. C'est ça surtout. Donc, il ne faut pas dire que le fait qu'eux ne sont pas là, ça... Non, aucun problème. Nous sommes dans une belle logique et que nous aurons la minorité parlementaire et la majorité parlementaire qui vont essayer et qui ont le devoir d'ailleurs de rendre plus efficace l'action parlementaire au cours
des 7 années à venir. Bien sûr, et pour ces 7 années à venir, il n'y aura pas l'opposition dans la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale. Irénée Agossa, comment est-ce que vous pensez que le contrôle de l'action gouvernementale pourrait être assuré? Oui, le contrôle de l'action gouvernementale ne dépend pas seulement de la présence de l'opposition au Parlement. Et je vous ai dit d'ailleurs qu'au Parlement, que nous avons la minorité et la majorité. Donc la loi a prévu ça chez nous. Donc ce n'est pas nécessairement leur présence qui montre l'efficacité du contrôle de l'action gouvernementale. Vous avez vu entre-temps, quand ils étaient là, prenons même le cas récent de 2023 à 2026, il n'y avait que la chamaille. Hein, les gens venaient crier, il y avait juste une négation de l'action gouvernementale. Il n'y avait pas un contrôle de l'action gouvernementale. Il faut des mécanismes, bien sûr, pour ce contrôle. Et ces mécanismes existent. Ici, il y a la Cour des comptes, désormais pleinement opérationnelle, hein, assure un contrôle juridictionnel rigoureux des finances publiques. Donc, il y a la Cour des comptes. Donc, c'est un mécanisme qu'il faut absolument. Donc, ce mécanisme est important pour que nous puissions contrôler l'action gouvernementale. Et ensuite, il y a le vote de la loi de règlement, sur la base, bien sûr, du rapport de cette Cour des comptes. Les inspections et les audits indépendantes, hein, et aussi les médias libres et responsables, et aussi la société civile. Voilà un mécanisme qui doit être mis et qui est en place. De plus, les députés de la majorité ont également la responsabilité d'exercer un esprit critique, constructif, parce que les populations ont choisi l'efficacité en votant, bien sûr, hein, pour eux. Ils sont tenus de le faire. Enfin, nous avons le Sénat qui serait instauré, qui a été voté là. Hein, cet organe, cette institution, hein, aura un second regard, puisque c'est une seconde chambre, aura un second regard sur l'activité parlementaire permettant d'accélérer l'efficacité et de ne pas créer d'embrouille entre le Parlement et l'exécutif. C'est un gage supplémentaire, ce Sénat, hein, que l'action gouvernementale sera passée au peigne fin sous plusieurs angles afin de tout valider dans le sens du développement et du maintien de la stabilité politique dans notre pays. Et quel va être, Irénée Agossa, l'avenir pour le dialogue politique au Bénin? Le dialogue politique est permanent. Il n'y aura pas un dialogue politique qui va s'interrompre. Le dialogue politique est permanent. Donc, le dialogue politique ne se limite pas à l'hémicycle. C'est un dialogue politique, c'est une dynamique qui accompagne le processus de développement. Hein? Il se construit aussi à travers les plateformes, hein, de concertation. Les dialogues avec les partis politiques, la société civile et les citoyens, c'est permanent. Il n'y a pas un rendez-vous parlementaire pour ça. Ça doit être permanent. Donc, et d'ailleurs, c'est ce pourquoi il y a les accords, etc., tout ça, pour permettre à ce que nous ayons la culture du dialogue. Hein? Cette législature peut être l'occasion de réinventer, bien sûr, hein, un nouveau type de dialogue, en rendant plus structuré, en impliquant toutes les forces politiques et sociales dans la définition des grandes orientations du pays. Et c'est ça ce qui est important. L'essentiel est que les institutions restent ouvertes, accessibles à tous ceux qui souhaitent participer à la vie démocratique du pays. Ça, c'est l'essentiel. Irénée Agossa, ce sera tout pour cette interview. Merci à vous, madame, monsieur et chers amis internautes, de nous avoir suivis. 36,113%, c'est le taux de participation à l'élection législative et au communal du 11 janvier 2026. Les partis soutenant l'action du gouvernement siégeront à la 10e législature, notamment le Bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau. Les démocrates, principal parti de l'opposition, ne siégeront pas. Ils n'ont pas pu gagner la confiance de la population. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre invité de ce soir qui l'a dit. Le débat... C'est pas moi qui le dis aussi, c'est les résultats. Exactement. Le débat va se faire, le dialogue
dialogue politique aura également lieu. Les institutions sont en place pour éviter que l'action gouvernementale ne soit pas contrôlée. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Restez fidèles à tous nos programmes. On va se retrouver prochainement.